à tous et bienvenue sur Parcours Info, le seul média d'orientation créé par des élèves pour des élèves. Aujourd'hui, on se retrouve depuis les États-Unis, pas depuis la France exceptionnellement, ça va rester comme ça pendant un petit moment. J'ai eu la chance de faire une année d'échange aux États-Unis, en fait c'est pour ça que je tourne depuis les États-Unis. Pour le faire simple, une année d'échange, c'est si vous êtes un étudiant français ou d'un autre pays et que vous voulez faire des études dans un pays étranger, vous allez faire une année d'échange. Dans mon cas, je suis français et je suis parti faire des études, donc juste le lycée aux États-Unis. On va détailler comment faire une année d'échange après. Pour le moment, on reste juste sur le principe de qu'est-ce que c'est une année d'échange. Donc, une année d'échange, vous allez faire une année d'études aux États-Unis, donc peu importe le niveau d'études, mais généralement, le principal, c'est lycée, les études supérieures. Donc là-bas, c'est college, ça s'appelle. Moi, du coup, je suis en high school, ici, aux États-Unis. Donc pour nous, c'est l'équivalent du lycée. Faire découvrir aussi les différences entre la high school et le lycée français parce que les classes changent, c'est pas la même notation, etc. Les profs changent aussi, logique, et c'est pas du tout la même méthode de travail, il y a énormément de différences très intéressantes à vous montrer. Donc cette série de vidéos, elle est là un petit peu pour vous faire découvrir mon expérience aux États-Unis et pour permettre à ceux qui ne font pas d'année d'échange de la découvrir aussi. C'est un an, du coup plus précisément 10 mois parce que c'est le temps de l'année scolaire là-bas. Le but, ça va vraiment être de vous faire découvrir mon expérience d'étudiant d'échange, donc de français aux États-Unis. De vous faire découvrir la culture américaine, le lycée américain, comment ça se passe, avec tous les clichés, parce que oui, il y en a. Par exemple, les matchs de football américain et les pom-pom girls, et ça, oui, ça existe vraiment en plus. Tous les vendredis dans mon école. Le but, ça va vraiment être de vous faire découvrir la culture américaine, de démentir certains clichés qui ne sont pas vrais, et de vous faire suivre l'actualité éducative française depuis les États-Unis pour comparer un petit peu les deux pays et les méthodes de travail. Évidemment, on va pas du tout arrêter les interviews, etc. Simplement, maintenant, tous nos contenus vont être traduits en anglais. Donc certains vont être en anglais principalement, et d'autres vont être sous-titrés en anglais. Par exemple, l'interview qu'on a fait avec le prof de SES, elle va être sous-titrée en anglais, et les prochaines interviews qu'on va faire, parce que oui, on va pas arrêter les interviews, on va faire des interviews aux États-Unis, les prochaines interviews qu'on va faire, elles seront en français, en anglais, pardon, sous-titrées en français. Donc on va pas du tout arrêter tous les contenus éducatifs, justement les vlogs qu'on va faire ici, c'est plus une manière de continuer à vous montrer du contenu éducatif, mais de comparer les deux et de faire un contenu un peu plus détente, beaucoup moins formel que les interviews en fait. J'espère vraiment que ce genre de contenu ça vous plaire parce que ça prend quand même du temps à tourner, à produire, à monter, etc. On essaye de vous fournir le meilleur contenu possible. Moi je pense que c'est vraiment très intéressant et peut-être que ça va vous donner envie à vous de faire une année d'échange. Je suis arrivé aux États-Unis le 15 août, aujourd'hui on est le 13 septembre, donc ça fait quasiment un mois que je suis arrivé. Moi je suis du coup je suis à Torrance en Californie, c'est dans le sud de Los Angeles. J'ai pas eu le temps de tout filmer et de poster des vlogs, c'est pour ça que celui-là je vais essayer de le poster rapidement et de vous poster des vlogs assez souvent, mais pour le moment mon expérience elle est vraiment géniale, c'est-à-dire que il y a énormément de différences entre la France et les États-Unis et c'est super intéressant de les voir. D'être dans le pays, ça aide à tout comprendre mieux. Par exemple, on a énormément d'Européens et de Français qui sont contre la politique de Donald Trump sur beaucoup de points, certains qui sont pour aussi. Et moi, mon avis, ça a toujours été que je peux pas trop donner de jugement clair tant que je suis pas dans le pays pour voir et pour comprendre les décisions. Donc je parle des fois avec des personnes qui soutiennent Trump, des fois avec des personnes qui ne soutiennent pas Trump, j'essaye de comprendre les raisons, etc. Et c'est ça le plus intéressant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une année d'échange, c'est que je voulais voir les infos depuis le pays directement. Parce que c'est toujours beaucoup plus simple de comprendre l'info qu'on a si on est directement dans le pays parce qu'on comprend vraiment tous les enjeux, etc. Je dis pas du tout que je suis pour ou contre la politique de Trump pour le moment, encore une fois, j'ai pas d'avis tranché pour le moment, j'ai pas pu étudier assez profondément le sujet, mais c'est toujours mieux de le voir depuis le pays d'origine. Ensuite, pour le moment, le lycée américain. Alors ça, c'est un autre délire par rapport à la France. C'est-à-dire que le lycée américain est beaucoup plus laxiste que le lycée français, en tout cas le lycée dans lequel je suis. Moi, il faut savoir qu'en France, j'ai eu la chance de venir, enfin, chance entre guillemets, ça on reviendra dessus une autre fois, mais j'ai eu la chance de venir d'un lycée privé. C'est vraiment pas du tout la même chose. Là, du coup, je suis dans un lycée public aux États-Unis, parce que les lycées plus privés, ça existe aussi aux États-Unis, notamment les lycées et les écoles religieuses, donc c'est un peu comme en France, mais il y a vraiment énormément de différences. Par exemple, aux États-Unis, vous avez le droit d'avoir votre téléphone absolument tout le temps, c'est-à-dire que même en cours, il y a des gens sur leur téléphone, si jamais ils ont rien à faire, etc. Alors certains profs en ont absolument rien à faire que vous regardiez votre téléphone pendant qu'ils font cours, mais les 3/4 des profs que j'ai quand même
disent vous pouvez avoir votre téléphone pour genre écouter la musique pendant que vous travaillez, prendre des infos sur internet, etc. Mais évitez de l'avoir pendant que moi je parle ou pendant que je fais cours ou pendant que vous devez noter des choses. C'est laxiste, mais c'est quand même contrôlé. La différence sur le téléphone entre la France et les États-Unis, ça on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet je pense qu'il faut quand même un peu détailler. Et voilà, ça c'est une des premières grosses différences qui m'a quand même un peu choqué, pas forcément dans le mauvais sens parce que des fois c'est très utile et je trouve que peut-être on devrait être un peu plus laxiste aussi sur le téléphone en France, si jamais c'est bien utilisé ça peut être un vrai outil. Une autre grosse différence c'est l'intelligence artificielle. Il y a des profs qui sont complètement contre l'intelligence artificielle aux États-Unis comme les 3/4 des professeurs en France et il y a d'autres profs qui l'utilisent dans leurs cours. Le problème c'est qu'ils l'utilisent mal. Par exemple j'ai un professeur d'histoire qui utilise l'intelligence artificielle dans certains de ses cours et la première fois où il l'a utilisé pour nous, il nous a demandé donc de prendre des mots-clés du livre d'histoire et ensuite de les passer dans ChatGPT pour qu'il nous donne la définition et que nous ensuite on la recopie. Moi il faut savoir que je travaille sur un ordinateur au lycée et le truc qu'il m'a dit c'est il faut que tu les recopies quand même à la main, donc soit en écrivant, soit en ayant en gros 2 fenêtres en parallèle, une avec ChatGPT et une autre avec ton cours, pour que tu recopies vraiment la définition et que tu essayes de la mémoriser. Oui c'est bien parce que quand on réécrit une définition, effectivement on la mémorise beaucoup plus qu'avec simplement un copier-coller, c'est prouvé, mais je pense pas que ce soit vraiment une bonne utilisation de ChatGPT de lui faire des définitions. Parce que les définitions, c'est quand même un petit peu le cœur du cours, et surtout en histoire, on se base sur des faits. Donc est-ce qu'on peut vraiment laisser définir des faits par une intelligence artificielle? J'en suis pas sûr. Même si aujourd'hui le niveau des intelligences artificielles est quand même un peu plus élevé, je suis pas si sûr que ce soit une bonne idée. Ensuite, une autre grosse différence culturelle entre les États-Unis et la France, c'est que ici vous trouverez tout en gros. C'est-à-dire que les bouteilles de lait, nous on a des petites briquettes ou alors des bouteilles de 1 litre. Ici, ils ont vraiment des gros bidons, je rigole pas, de cette taille-là de lait. Ici, tout coûte, alors pour moi tout coûte un peu plus cher quand même parce que je suis en Californie, dans le sud de Los Angeles, donc évidemment le prix de l'immobilier il est pas possible et tous les prix s'envolent un petit peu. Ensuite, on va revenir sur l'école aux États-Unis avec les cours. Du coup, nous on a des cours qui durent 45 minutes. On a un late start le mardi, donc ça veut dire qu'on commence plus tard le mardi, donc c'est plutôt cool, mais on finit toujours à la même heure. Donc certains cours sont raccourcis ou alors on a moins de temps de manger, etc. Les pauses aussi, elles sont vraiment raccourcies. Moi j'ai une grande école, du coup j'ai 7 minutes entre les cours pour traverser l'école si jamais je dois me rendre à ma salle, parce que j'ai des cours qui sont à l'autre bout de l'école en fait, tout simplement. Donc ils nous laissent un peu de temps pour traverser, etc. Mais par exemple, nous en France, on a une récréation qui dure à peu près 10 minutes, c'est moins aux États-Unis. En France, j'avais une pause à midi qui durait aux alentours de 1h30, 1h45. Aux États-Unis, c'est 45 minutes. Et donc c'est vraiment pour manger, voir tes potes, etc. Donc t'as beaucoup moins de temps, mais ça fait que t'as des journées beaucoup moins longues, parce que tous les cours font la même longueur en fait. T'as pas 2 fois le même cours consécutivement. J'ai pas eu du tout de problème avec les remplaçants, contrairement à la France. Ici, dès qu'un prof est absent, il est immédiatement remplacé. Ça veut dire qu'on n'est même pas au courant qu'il est absent, juste on rentre dans la salle et on voit qu'il y a un remplaçant et tout le monde trouve ça normal, parce que c'est habituel en fait. On n'a pas le même problème par rapport à l'emploi des profs en France. Un autre sujet aussi, c'est que tous nos cours sont dans le même ordre tous les jours. Donc tous les jours, vous allez avoir exactement les mêmes journées. On a du coup 5 cours par jour, 6 cours par jour, voilà. Je vous montrerai moi les matières que j'ai pris. Et pour les étudiants d'échange, on a la chance de pouvoir choisir nos cours, c'est-à-dire qu'on en a que 2 obligatoires, histoire américaine et anglais. Donc les niveaux de langue aussi, c'est genre anglais 1, 2, 3, ensuite il y a AP, donc c'est du Advanced Placement, et ça c'est pour les personnes qui sont vraiment très fortes en anglais. Pareil, il y a des cours de langue, genre je crois que dans mon école il y a du coréen et du japonais, mais c'est que pour, quasiment que pour les natifs, et il y a au moins 5 classes différentes d'espagnol. Parce que là où je suis, du coup à Torrance, il y a énormément de diversité en fait, du coup ils sont obligés de mettre des cours un petit peu pour tout le monde. Mais ce système de choix des cours, je trouve qu'il est vraiment très bien si jamais vous savez ce que vous voulez faire. Parce que moi du coup j'ai pu choisir des matières qui me correspondaient. En France, le seul moment où on peut choisir nos cours, c'est pour choisir les spécialités, et c'est que parmi une liste qui est assez restreinte. Il n'y a pas énormément de spécialités. Il y en a, mais déjà elles sont pas disponibles dans toutes les écoles. Alors ensuite c'est pareil aux États-Unis, hein. L'école choisit les matières qu'elle veut enseigner, mais il y a quand même beaucoup plus de choix. C'est 4 cours que tu peux choisir. Donc c'est vraiment une bonne partie de ton emploi du temps que tu peux choisir. Et moi ça fait que j'aime quand même beaucoup mieux aller en cours aux États-Unis qu'en France, parce que je sais que je vais faire des matières qui vont me plaire les 3/4 du temps. Il y a une matière que j'ai choisie, que je suis super content d'avoir choisie, c'est Intermediate Instruments, parce que c'est une matière où tu composes de la musique. Et moi c'est ce que je veux faire, j'adore la musique, je suis déjà joueur de guitare, je fais de la musique sur mon ordinateur. Du coup c'est exactement ce que je voulais, parce que la musique en France, c'est de la culture musicale ou alors du chant. Et les profs n'ont pas vraiment quelque chose à faire si jamais vous chantez mal, ils vous apprennent pas à chanter, ils veulent juste que vous fassiez le travail qu'on vous donne. Ici aux États-Unis, on apprend vraiment à composer, et surtout on s'entraide, parce que
du coup dans ces cours-là, il y a toujours une bande de personnes qui sont ultra chauds en musique et je pourrais jamais avoir leur niveau de toute façon, même avec toutes les années d'entraînement que je veux. Du coup, eux, ils aident les autres, on se donne des conseils, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et en parallèle, dans cette même matière, des fois, on a des cours sur l'histoire de la musique, donc musique préhistorique, musique préenregistrée, musique enregistrée, etc. Donc au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je vous ferai dans une autre vidéo un détail de toutes les matières que j'ai, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très très bien de pouvoir choisir ses cours, je trouve. Alors ensuite, comment ça s'est passé pour faire mon année d'échange? Du coup, je suis parti avec une agence dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, s'ils sont d'accord, il faudra que je leur écrive. Donc cette agence a différents tarifs. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, évidemment, plus la destination est prisée, plus vous payez, et plus le tarif sécurise votre année, plus vous payez d'argent. Une année d'échange, c'est quelque chose qui demande quand même d'avoir un salaire pour vos parents assez conséquent et d'avoir un niveau de vie assez bon, parce qu'ensuite, quand vous êtes aux États-Unis, vous gérez votre argent de poche tout seul. C'est-à-dire que la famille, elle vous nourrit, elle vous loge, mais tout le reste, donc toutes les activités, etc., vous gérez tout seul. Donc c'est vos parents qui vous donnent une certaine somme d'argent chaque mois, et ensuite vous faites votre budget et vous construisez comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, ça apprend vraiment à gérer son budget. Et moi, par exemple, le premier mois, c'est le premier mois le plus cher, évidemment, parce qu'on achète tout quand on arrive. J'ai dépensé je sais pas combien, bien au-dessus du budget que j'avais de base. Donc ensuite là j'ai commencé à faire un budget un petit peu plus raisonnable entre guillemets, à vraiment calculer ce que je devais dépenser par rapport à quoi, etc. Et ça aide à vraiment avoir une responsabilité sur la gestion de l'argent. Donc c'est vraiment très très bien. Le fait d'être seul aussi, parce que oui, une année d'échange c'est quelque chose qui se fait seul, donc sans parents, sans amis de la France. Il y a des années d'échange qui se font en groupe, mais vous restez avec les Français, donc avec les personnes de votre pays. Donc je trouve pas que ce soit une super idée. Ensuite ça dépend de l'expérience que vous voulez avoir. Mais une année d'échange se fait systématiquement sans les parents. Et moi, par exemple, la famille n'a pas le droit de venir me voir aux États-Unis du coup. Donc c'est quelque chose qui quand même vous construit un peu plus, mais il faut prévoir. Il faut prévoir déjà à l'avance que vous serez sans vos parents et il faut enregistrer tout ça. Évidemment, il y a du temps pour s'y préparer parce qu'il y a des réunions qu'on fait avec l'agence, ils vous expliquent comment ça va se passer, etc. C'est très très construit. Je vous expliquerai un petit peu tout ça dans une autre vidéo en détail aussi, mais voilà. Du coup, moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a fait partir à Torrance, en Californie, donc évidemment, le prix, il est assez élevé, je m'en cache pas, j'ai la chance de l'avoir fait encore une fois, et je remercie évidemment mes parents et l'agence qui m'a permis de partir, parce que le placement, c'était pas non plus la chose la plus simple, mais j'ai eu la chance d'avoir mon placement plusieurs mois avant de partir quand même. Et il y a certains tarifs où vous avez votre placement la veille, c'est-à-dire que vous devez acheter le billet la veille pour le lendemain, et vous devez préparer vos affaires la veille pour le lendemain. Moi, j'ai eu le temps de dire au revoir à ma famille, de préparer mes affaires, de prendre le billet bien à l'avance, etc. Donc j'ai eu le temps de tout organiser. C'est une chance entre guillemets, parce que selon les tarifs que vous prenez, vous pouvez avoir votre placement vraiment la veille pour le lendemain. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, pour l'immigration, parce que évidemment l'administration Trump a fait qu'il y a eu quelques embûches pour avoir le visa. Moi j'ai un visa F1 du coup, donc c'est un visa scolaire parce qu'il y a différents types de visas. Moi j'ai un visa F1 pour venir à l'école, donc ce visa me permet certaines choses et m'interdit d'autres, donc il y a des choses qui sont interdites aussi par le règlement de l'organisme avec lequel on part, donc pas de l'agence mais de l'organisme, parce que du coup il y a une agence en France qui gère votre départ et un organisme aux États-Unis qui gère comment se passe votre expérience. Donc si jamais vous avez des problèmes avec la famille et que ça se règle pas directement avec la famille, vous allez voir l'organisme, etc., etc. Et c'est ça qui fait la communication entre la France et les États-Unis en fait. Donc vous avez toujours ce qu'on appelle un coordinateur ou une coordinatrice qui est là pour vous aider, vous avez son numéro, vous l'appelez si jamais vous avez besoin, etc. Ça se passe comme ça. Du coup pour le visa, il y a énormément de questions à remplir, il y a énormément de formulaires, et si vous êtes français, il va falloir aller à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. D'abord, vous allez remplir un formulaire très compliqué à remplir parce que le système est un peu mal fait et très long, avec des questions du genre est-ce que vous trafiquez des organes, est-ce que vous êtes un terroriste, etc. Parce que on connaît le passif par rapport au terrorisme des États-Unis, donc vous avez tout ce genre de questions à remplir. Si jamais vous avez, à partir du moment où vous avez rempli ce formulaire, en fait, si jamais vous avez entre guillemets bien répondu, votre visa il est déjà validé. En attendant, ils vont faire une étude sur vous, donc sur les réseaux sociaux, etc. Ils vont tout vérifier. Et moi, comme il y avait Donald Trump en poste à ce moment-là, ils ont doublement vérifié, donc plus que d'habitude. Donc j'avais rien de problématique évidemment sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même faire un petit peu attention si jamais vous avez des choses qui peuvent être considérées comme de l'humour ou des choses comme ça, des vannes par rapport aux États-Unis d'Amérique, il faut faire attention. Donc ça c'est un point quand même assez important parce que le visa peut être refusé très très facilement.
moi du coup je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Paris à l'ambassade des États-Unis quand j'avais fait mon formulaire. Donc à partir du moment où vous faites ce formulaire, ils vont tout vérifier, ils vont vous donner un rendez-vous. Alors évidemment le formulaire vous le payez et le visa vous le payez aussi. Donc même si votre visa est refusé, vous payez le formulaire. Ensuite on va du coup à l'ambassade à Paris pour faire l'entretien, donc avec un conseiller. Donc eux par contre ce sont de vrais Américains qui vivent en France, mais ils parlent américain. Donc vous avez intérêt déjà à avoir un niveau d'anglais. Évidemment on passe un niveau d'anglais, on passe un test pour établir son niveau d'anglais aussi. Chaque école dans laquelle vous allez requiert un certain niveau d'anglais. Donc le test c'est l'ELTIS et selon le score vous avez accès à certaines écoles ou non. Moi mon école elle requiert genre 300 à l'ELTIS et j'ai eu 720 sur 800, quelque chose comme ça. Donc je suis assez large entre guillemets. Ensuite du coup pour le visa j'ai été du coup à l'ambassade et à ce moment-là vous passez devant un conseiller, donc vous attendez votre tour etc. Vous avez une heure de rendez-vous. Je vous préviens tout de suite, vous serez probablement en retard, pas à cause de vous mais à cause de l'administration parce que là-bas c'est assez lent, ils doivent faire passer tout le monde etc. Vous allez attendre longtemps, quand je vous dis longtemps c'est vraiment longtemps, et au final moi j'ai dû attendre 2 heures pour avoir un entretien de 5 minutes avec la conseillère. Donc elle m'a demandé si je parlais anglais et j'ai répondu que oui, du coup en anglais évidemment. Elle m'a demandé si j'allais bien étudier du coup à Torrance High School, donc l'école qui était marquée sur le papier, j'ai répondu que oui. Et il y avait mon père avec moi évidemment, il m'accompagnait en rendez-vous. Et il y a que un accompagnant qui peut être avec vous, du coup moi il y avait ma mère et mon père, mais c'était que mon père qui était venu dans l'ambassade. Et du coup elle m'a demandé s'il y avait mon père à côté de moi, et elle m'a demandé la question la plus importante, elle m'a demandé si c'est lui qui allait bien payé pour le voyage, donc elle m'a dit oui. Et en gros, à partir du moment où vous avez rempli le formulaire, en fait, le visa il est déjà accepté. Si vous avez bien répondu et que l'enquête qu'ils ont fait sur vous en parallèle elle est bonne, votre visa il est déjà quasiment accepté. Mais on a vu quelqu'un passer avant nous, qui lui avait un alibi un petit peu bizarre pour venir aux États-Unis parce qu'il voulait faire de la peinture en bâtiment et développer ses clients. En plus, il avait un anglais assez relatif. Bah, lui, ils lui ont refusé son visa parce que l'alibi était pas clair et ils ont pas cherché à comprendre. Ils se sont dit bah non, tu passes pas. Donc si vous avez les bonnes raisons, et surtout pour les études en fait, le visa et l'organisme etc c'est super encadré. Vous avez le mot de l'agence, vous avez le mot de votre école en France, vous avez le mot de la compagnie aux États-Unis. À partir du moment où vous avez tout ça, c'est très bien organisé et c'est très bien encadré, donc ils savent pourquoi vous partez et ils savent clairement ce que vous allez faire aux États-Unis. C'est surtout ça en fait, le plus important c'est la raison. Donc à partir du moment où vous avez rempli tous ces papiers là en fait, vous êtes quasiment certain d'avoir votre visa. Alors ensuite jusqu'ici aux États-Unis, j'ai eu la chance de tester pas mal de choses. Déjà les matchs de football américain de l'école. J'ai de la chance, j'ai une école qui est très douée dans leur sport, donc dans le football. On a eu jusqu'ici, je crois, 3 ou 4 matchs et on a battu l'équipe adverse sur chacun des matchs, donc c'était vraiment très bien. Je vais vous mettre des images des matchs juste après parce que c'est vraiment quelque chose à voir, mais c'est vraiment tous les clichés avec les pom-pom girls, le football américain, etc. J'ai vraiment énormément de chance de faire cette année ici, je suis vraiment très content de la faire et j'espère vraiment que cette série de vidéos elle va vous plaire. Je vais essayer de m'investir au maximum pour que ce soit vraiment bien produit et qu'on détaille bien, qu'on arrive à répondre à vos questions, etc. Mais je pense honnêtement que ça va vous plaire. Si jamais cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifications pour que vous soyez au courant dès qu'une vidéo sort. On va sortir les notifications sur le fuseau horaire de la France, donc ça vous serez toujours notifié aux heures normales et pas aux heures américaines. Donc par exemple si je sors une vidéo à 20h, ce sera pas à 5h du matin pour vous quoi. Je suis vraiment très content de faire cette année, de faire ce genre de vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. La prochaine vidéo, je pense, ce sera d'ici 2 semaines. Je vais essayer de la poster d'ici 2 semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter et n'hésitez surtout pas à partager. Vous pouvez aussi vous abonner aux comptes Instagram, TikTok, etc. qui seront dans la description de la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog depuis les États-Unis. Merci à tous et merci d'avoir regardé Parcours Info.